Bonjour à tous, aujourd'hui dans Street Mag, nous partons à la découverte de la street culture dans la région Rhône-Alpes. Nous allons parcourir tous ces univers, la SAP, la musique et le skate. Nous allons directement nous retrouver dans un studio d'enregistrement, le studio 111 qui est situé à Lyon, dans la banlieue de Villeurbanne, où nous allons découvrir le métier de rappeur et de producteur. Allez, c'est parti! Le métier de producteur, ça implique plusieurs sous-métiers entre guillemets. Donc ça prend le métier de beatmaker, ça prend aussi le rôle de la personne qui va enregistrer, d'ingé son. Et puis ça prend aussi tout l'aspect direction artistique un peu de la personne qui passe derrière le micro pour pouvoir l'accompagner et sortir le meilleur de sa personne en fait. Ça rejoint tout ça. Essaye de... tu vois là, t'es calé et tout, t'es grave placé en niveau rap. Essaye de maintenant... tu sais, dans le rebondissement de la prod un peu, tu vois ce que je veux dire, genre... Ouais, je tu vois vois, ce que tu veux dire. cramer, tu sais, mettre des petits moments où ça ressort un tout petit peu plus fort que d'autres, tu vois. J'ai pas confiance en les autres, je tournais solo car j'ai confiance en moi. Je roule un tas puis un autre, j'attends mon heure même si je sais qu'il y en a pas. La vie qu'on mène elle est macabre, tombe comme un cadavre, je suis fourné devant. Je suis capable de tout la gueule cramée, un con s'est gavé en les écoutant. Pour devenir producteur, il y a plusieurs manières. Il y en a plein qui vont être autodidactes, qui vont apprendre par eux-mêmes. C'est super cool d'apprendre sur le tas, hein, c'est super efficace. Après, il y a des écoles aussi qui peuvent te permettre d'y arriver. Je pense que c'est le plus intéressant parce qu'on a un vrai suivi et des professionnels qui peuvent nous guider. Vas-y, on va faire ça. Mais négro mec j'ai la haine, mais négro mec j'ai la haine, peut-être la pétra c'est pas ton domaine, la pétra c'est pas ton domaine, mais négro mec j'ai la haine, mais négro mec j'ai la haine, peut-être la pétra c'est pas ton domaine, la pétra c'est pas ton domaine. Je te relance, j'ai saturé encore. Vas-y. Je pense qu'une fois que le son il est fini, il reste 4 fois plus de travail au final parce qu'un son fini c'est bien, mais avoir un son écouté par les gens c'est mieux. Et ça, par contre, ça tient pas. Faut pas juste que le son soit lourd, quoi, pour ça. Faut avoir une équipe derrière qui t'aide à le sortir, à avoir de la visibilité. Après, dernière étape, c'est les concerts. Hein. Nous avons vu que le rap, c'est pas juste des mecs de cité avec des grosses bagnoles, mais un métier et une passion qui regroupe les gens. Et surtout, un moyen de s'en sortir. Il y a une autre discipline qui pendant très longtemps a été peu pratiquée et réservée à ceux qui étaient considérés comme des punks à chiens, c'est le skate. Aujourd'hui, elle est connue aux yeux de tous grâce à ses réseaux sociaux et à ses marques représentatives. Nous sommes partis à la rencontre des pratiquants de toutes les générations pour leur poser des questions. Par exemple, l'abattoir, c'est un vieil abattoir désaffecté qui a été fait entre 2006 et 2008, je parle du skatepark. Les skateurs se sont appropriés le lieu. Du coup, ils ont tout nettoyé, ils ont commencé à faire du béton à quelques courbes et ça s'est étendu. Seuls les skateurs savent en vrai ce qu'ils veulent comme structure. Maintenant, on a l'habitude qu'il y ait des skateparks de partout, mais quand nous on a commencé, ça n'existait pas les pistes de skate. Et voilà, ça se fait un peu comme ça au jour le jour. C'est vraiment les skateurs. Il n'y a pas un mec qui fait un JY tout seul, quoi. C'est vraiment tout le monde. On ne peut pas donner le mérite à une personne. C'est tous les skateurs un peu qui sont motivés. Souvent, ça part d'un petit groupe et après ça s'étend. Quand les gens voient que ça marche, ils viennent skater, puis on donne des coups de main, on fait des sessions et ça grandit comme ça. Les mairies, elles ont tendance à tolérer ce genre d'équipement. Et surtout qu'elles n'ont pas à le payer et que c'est mieux fait que des boîtes en général. C'est illégal, mais les communes sont quand même bien contentes d'avoir ça parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui viennent, que ça fait vivre un endroit qui est souvent désaffecté à la base et qui pourra être utilisé par d'autres gens pour des trucs un peu moins cool que faire du skate.
Il y a des gens qui oui, veulent faire du sport, qui prennent le skate comme l'athlétisme, mais il n'y a pas que ça, il y a quand même des gens qui ont une vision un peu plus proche de la nôtre. On reste quand même assez hors des trucs un peu fédérés, des trucs un peu Jeux Olympiques et tout. Et maintenant, c'est une dérive sportive, quoi. Les mecs, ils font du sport. Au départ, c'était ça, tu Et skates maintenant, avec si, tes potes dans la rue, quoi. Il y a des coachs et tout. Il y a pas, c'est il y avait- ridicule. au départ, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de skatepark. Du coup, la street culture, tu peux dire le skate c'est un truc de street culture, mais il y a une culture skate fédérale, une culture skate olympique. Pour moi, c'est tout ce qui n'est pas institutionnalisé, quoi. Tu vois, le skate par rapport au sport. Même le foot, je pense qu'il y a une street culture où les gens ils font des jongles, des trucs un peu freestyle et tout, qu'on voit pas dans les stades. Tout peut être street culturé, entre guillemets, et détourné en street culture. Le skate a énormément influencé la mode avec des marques comme Supreme ou Palace, qui étaient des anciennes marques de streetwear et sont devenues des marques de luxe. La sneaker a participé à l'essor marketing de celle-ci. On va aborder le sujet de la sneaker, plus principalement de son effervescence. On se retrouve dans le magasin Culture, un magasin qui vend des sneakers tendances et des vêtements iconiques. On part à la rencontre des propriétaires pour en savoir un peu plus. Bon, moi je m'appelle Yanis et du coup je fais partie de l'équipe Culture. À l'époque, pour moi, c'était quelque chose, je le voyais pas comme un objet de collection. Au contraire, en fait, de ce que j'en entendais parler, c'était une paire de chaussures que tu achètes à un prix et que tu revends plus cher. Et avec le temps, je commence à kiffer, à connaître des termes et à être dedans. Ouais. Je trouve, pour moi, que la sneaker s'est démocratisée. Genre avant, pas tout le monde avait des sneakers. Là, aujourd'hui, tout le monde veut de la Jordan 1. Nous, on vient, les gens connaissent Yeezy, les gens connaissent Jordan 1. Maintenant, ils commencent même à connaître des modèles un peu plus iconiques, genre des Dunk avec des collabs, etc. Et pour moi, ouais, c'est une démocratisation de la sneakers. C'est l'offre et la demande. Hein. C'est l'offre et la demande. Quand on voit Travis ce qu'il fait avec PlayStation, McDo, n'importe quoi, il y a une hype autour de ces produits, autour du produit. Et du coup, ce qui fait que tout simplement les gens le veulent, ce produit, et les quantités ne sont pas suffisantes. Du coup, le prix varie. J'aime bien m'habiller classe et casser avec une paire qui fait streetwear, tu vois. Et je pense que les marques de luxe, niveau marketing, ils ont compris que la sneaker, ça se démocratisait. Et pour moi, la collection Jordan Dior, ça explique exactement ce phénomène. Ils ont surfé sur la vague. Jordan 1, ok, c'est lourd. Et du coup, pour moi, c'est bien pour Dior, les marques de luxe, mais aussi pour Jordan. Parce que du coup, tu as une image. La Jordan 1, ça a explosé cette année, ouais, c'est un truc de fou. Mais tu as Travis, tu as Dior, donc, qui mettent en avant un modèle. Les gens se disent, ouais, en plus avec les influenceurs, les choses comme ça va trop vite, ça va trop vite. Je pense que c'est intéressant pour les marques de collaborer, dans le sens où, par exemple, si on reprend l'exemple du luxe, du streetwear ou de Jordan, par exemple, ils ont chacun leur univers, et tu vois, et ce mélange fait que ça crée quelque chose de unique. Et je pense que ça rejoint le truc qui dit que maintenant, on choisit sa paire avant sa tenue, tu vois. Paire iconique pour moi, j'hésitais entre Jordan 1 et Jordan 4, mais du coup, ça va vraiment être Jordan 4, parce qu'elle a une valeur sentimentale pour moi. Tu sais. Voilà, ça c'est la Jordan 4 Metallic Purple. Pourquoi du coup parce que en fait c'est la première paire que j'ai eue, comme je disais, j'étais pas dans la sneakers de base, et c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et à l'époque quand elle est sortie, je crois que c'était en 2017, c'était la pure monnaie, donc c'est la même mais avec à la place du violet c'est argenté en fait, tout simplement. Culture, aujourd'hui c'est un mot ultra important. Que ce soit pour le streetwear, la politique, tout, c'est culture, c'est un mot fort de sens. Ouais. Aujourd'hui, la sneaker n'est plus une simple basket, mais un objet de collection à part entière. C'est donc la fin de notre émission sur la street culture, en espérant que nous vous avons fait découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. La semaine prochaine, on se retrouve dans la région PACA pour découvrir un créateur de mode, un graffeur très talentueux et un tatoueur de renom. J'espère que vous serez présents. N'hésitez pas à aller checker l'Insta de la Street Mag pour plus d'infos, et on se dit à la semaine prochaine. Hey.
Franchement, putain, je sais pas. Non, couper. L'intensité, s'il te plaît. Ah, je rigole. Oui. Je m'appelle Jérémy Boissonnet. Acteur, Frédéric Demar. Je t'avoue, ça c'est, tu vois, quand je te dis ça là, avant on a dit que tu vois, c'est stylé, vas-y on met ça. Et après on s'est dit ouais, c'était bon, tu vois.